Donc moi, je suis tombée enceinte en mai 2022 de mon deuxième enfant et j'ai perdu ce bébé en octobre 2022. Donc j'ai connu pour la première fois de ma vie le deuil périnatal, la perte d'un bébé à un stade avancé de grossesse fin 2022, 6 mois après être tombée enceinte. Alors la deuxième question, pardon, je suis un petit peu enrhumée. Comment je me sens aujourd'hui? Aujourd'hui, donc on est 2 ans après la perte de mon bébé, 2 ans après le drame. Je me sens beaucoup mieux. Il y a eu énormément de phases difficiles. En fait, pendant ces 2 ans, j'ai l'impression d'avoir alterné entre des phases où ça allait extrêmement bien et des phases où ça allait pas du tout. Je pense que c'est le lot du deuil, notamment de ce deuil qui est assez particulier. Vraiment, le deuil périnatal, on peut le comparer à aucun autre deuil dans une vie. C'est le deuil d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra pas, avec qui on n'aura pas de souvenirs, on n'aura pas de photos. Voilà, moi j'ai pas entendu la voix de mon bébé, je l'ai pas touché, j'inscrirai rien de véritable dans le monde des vivants avec lui, et ce deuil-là d'une personne finalement qu'on connaît que dans nos tripes, qui a juste été en nous, c'est hyper difficile. Donc aujourd'hui, comment je me sens? Aujourd'hui, je me sens mieux, beaucoup mieux. Mais par contre, j'ai noté... Par contre, aujourd'hui, j'ai noté que j'avais développé, suite à ce deuil périnatal, suite à la perte de ce bébé, un trouble anxieux un petit peu généralisé. J'étais déjà de nature anxieuse, mais aujourd'hui, je m'ausculte un petit peu trop, je suis devenue un petit peu hypocondriaque, un petit peu plus. J'ai toujours peur de la mort, évidemment. J'ai beaucoup peur de la mort, j'ai peur pour mon fils qui a 6 ans aujourd'hui, j'ai tout le temps peur pour lui, j'ai tout le temps peur pour mon conjoint. Voilà, je suis devenue une maman extrêmement protectrice et peureuse. Mais je pense que c'est évidemment lié à ce deuil périnatal et voilà, on en ressort différentes. Alors évidemment plus fortes, mais aussi certainement plus anxieuses et soucieuses un petit peu des petits tracas de la vie, une toux, un bobo qui dure. Oulala, moi j'en fais des caisses, alors qu'avant je pense que j'aurais été comme toutes les autres mères un petit peu insouciantes. Bon, j'aurais dit, ah, ça va passer. Non, aujourd'hui, moi, je file chez le médecin, on fait énormément d'examens, et voilà, c'est ma manière à moi de survivre en tant que maman endeuillée. Désolée, j'ai mon rhume qui s'entend bien. Alors, l'autre question, c'est la place du soutien du compagnon pendant cette épreuve. Est-ce que ça a renforcé notre lien ou est-ce que ça l'a détérioré? Alors, quand j'ai écrit mon livre sur le deuil que j'ai vécu, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle J'ai perdu mon bébé, journal d'une mère cabossée, qui sort aux éditions de l'Archipel. Donc, quand j'ai écrit ce livre pour raconter ce deuil périnatal, parce que je voulais qu'on brise les tabous autour de ce sujet, quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet qu'on n'explorait pas trop, c'était le couple après ce genre d'épreuve. Évidemment, quand on accouche d'un enfant en bonne santé, le couple en prend déjà un coup. Je l'ai vécu lors de ma première grossesse, j'ai vécu la fatigue, les nuits extrêmement compliquées et donc les engueulades avec son conjoint. Mais alors quand on rentre de la maternité sans bébé, avec des larmes, là c'est encore pire en fait. Évidemment que le couple prend mais 2 fois plus cher.
Et donc, j'ai fait des recherches en écrivant mon livre et un couple sur deux se sépare à la suite d'un deuil périnatal. Dans mon livre, le couple que je dépeins donc il y a deux personnages qui vivent cette épreuve. Ces deux personnages vivent une séparation parce que je voulais vraiment explorer ce côté-là de ce drame. Mais nous, dans notre vie privée avec mon conjoint, on s'est beaucoup, on s'est beaucoup parlé. On s'est beaucoup parlé. On a beaucoup pleuré, évidemment. On s'est beaucoup isolé pour être ensemble, seuls, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait que nous deux qui nous comprenions sur le moment, juste après l'événement. Et après, par contre, on a senti un fossé entre nous. C'est-à-dire que moi, j'avais cette impression qu'il fallait absolument parler de ce deuil. Donc voilà, ça allait avec le fait que j'étais en train d'écrire sur le sujet et que voilà, pour moi, il fallait parler de cette perte parce que les silences me rendaient folle, les silences autour de ce sujet. Et mon conjoint, lui, était plutôt à l'inverse dans le côté bon bah c'est bon, on l'a vécu, on accuse le coup, on a pleuré, on s'est soutenu et maintenant voilà, place à la vie. Et c'est vrai que ça aurait pu passer pour il a oublié le truc, c'est bon, il est passé à autre chose assez vite. Donc moi je lui en ai un peu voulu au début d'avoir cette attitude-là. J'arrêtais pas d'aller provoquer des discussions avec mon conjoint en lui disant non mais je suis sûre que tu vas pas bien, parle-moi. Parce qu'évidemment, moi je suis beaucoup allée chez des psychologues et lui pas du tout. Lui ne ressentait vraiment pas ce besoin de gratter en fait le vernis, d'aller au plus profond de ce qu'on venait de vivre. Il était vraiment très... alors c'est pas qu'il prenait pas ça au sérieux, hein, mais c'est qu'il ressentait pas le besoin d'aller... trop ouais il considérait que ça lui faisait plus de mal qu'autre chose en fait peut-être qu'il se sentait pas légitime aussi, ça c'est une discussion qu'on a eue et il a fini par me dire ça. En effet, mon conjoint a joué un rôle de pilier pendant toute cette épreuve, peut-être un rôle qu'on attribue malheureusement trop souvent aux hommes et on les conditionne un peu à être comme ça, à être la caution un petit peu forte dans ce genre d'épreuve, celui qui va pas forcément s'écrouler. Donc il a joué ce rôle de pilier et il me disait assez simplement que moi j'avais vécu cette épreuve dans ma chair, dans mon corps, que j'en avais encore au sortir de la grossesse des stigmates, donc j'avais mal, j'avais des douleurs, j'avais le corps en postpartum alors que j'avais pas de bébé. Et lui ne se sentait absolument pas légitime de se plaindre de quoi que ce soit. Il était là pour m'épauler, mais vu qu'il l'avait pas vécu dans sa chair, c'était un deuil différent. Donc voilà, il y a eu des frictions autour de ça. Nous, aujourd'hui, on en est sorti beaucoup plus fort parce que ça fait vraiment des années et des années qu'on est ensemble. On communique énormément avec mon conjoint et puis surtout, on a un autre enfant qui nous a vraiment porté aussi, notre fils nous a fait rire assez vite après le drame, nous a fait sourire. C'est vrai que avoir un autre enfant, ça permet de sortir très très vite des larmes. Donc voilà, avec mon conjoint, finalement, avec beaucoup de discussions que j'ai provoquées en partie, et notre fils qui nous a fait sourire très vite, on s'en est sorti, mais le couple, évidemment, est le premier... le couple est évidemment la première victime d'un deuil périnatal une fois qu'on sort de l'hôpital. Alors le suivi médical après le deuil périnatal. Alors comme je raconte dans mon livre, moi j'ai perdu mon bébé à 6 mois de grossesse des suites de complications graves d'un placenta prévia. Donc j'ai eu des grosses hémorragies et il a fallu procéder à une césarienne d'urgence pour sauvetage maternel à 6 mois de grossesse.
Donc forcément, le suivi médical, il a été notamment autour de cette césarienne qui a été fait très très vite pour me sauver la vie. Mais ensuite, à part ça, j'ai l'impression qu'à l'hôpital, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Je suis sortie de l'hôpital après 4 jours. On m'avait donné des piqûres d'anticoagulants, enfin voilà, des choses quasi normales après une césarienne. Il y a eu un suivi psychologique à l'hôpital. Les psys sont passés 2 fois pour nous parler après la perte du bébé. Et puis après, c'est tout. Après, on sort vraiment avec quelques médicaments. On sort avec des consignes. Et puis voilà, on sort surtout avec notre chagrin. Moi, c'est vraiment ce qui m'a un petit peu le plus heurtée, c'est de me dire que j'avais été extrêmement suivie pendant la grossesse parce qu'elle était pathologique, c'était une grossesse à haut risque. Et puis une fois que le bébé n'était plus là, il y avait plus grand monde pour s'occuper de nous. Il y a un rendez-vous quelques mois après pour voir si tout va bien dans le corps. C'est un rendez-vous pour voir si la cicatrice de la césarienne est bien, pour voir si on a bien retrouvé nos règles. Enfin voilà, c'est un rendez-vous gynécologique assez basique. Et puis après, vraiment, c'est bye bye. Et ça, je trouve que le suivi, voilà, on nous confie un petit livret avec des adresses d'associations. Mais voilà, enfin le suivi, en tout cas à l'hôpital, n'est pas terrible. Moi, il a fallu que je me tourne vers des gynécologues de ville pour avoir un suivi plus poussé et notamment un suivi psychologique. Je suis désolée, vraiment, j'ai l'impression de ça. Il faudra évidemment couper les moments où je renifle. Je suis vraiment désolée. J'espère qu'en Corse, d'ailleurs, il fait beau. Parce que moi, j'habite à Chartres, près de Paris. Il fait un temps exécrable en ce moment. Alors, l'autre question, c'est la place de l'entourage lors de ce deuil. Je trouve que quand on vit un deuil périnatal, déjà c'est pas forcément quelque chose dont les gens parlent, ça on l'a compris assez vite. On fait jamais trop de retours d'expérience sur le sujet dans les familles, on préfère parler des naissances heureuses. Mais moi ce que j'ai remarqué c'est vraiment que l'entourage se retire en fait. Même l'entourage proche ne sait pas trop comment réagir face à ce genre de drame. Il y a évidemment l'inquiétude des proches. Ils sont présents quand on vit le drame, quand le bébé vient de décéder. Et puis après, il y a un manque de savoir-faire finalement, parce qu'on n'en parle pas assez sur comment se comporter avec les parents. Nous, je sais que les gens autour de nous ont un petit peu fait comme si rien ne s'était passé. On a aussi un petit peu joué ce jeu-là parce que on savait pas non plus nous comment se comporter avec les autres. On en avait marre de rabâcher la même histoire, d'expliquer pourquoi la grossesse s'était terminée, pourquoi le bébé était mort, comme si c'était un peu de notre faute, comme s'il y avait une raison, alors qu'au final, malheureusement, c'est de la faute de personne. Mais je crois que les gens sont très mal à l'aise avec le décès d'un bébé, notamment quand ils l'ont pas connu non plus, quand la grossesse a été aussi compliquée. Et je les comprends. C'est vrai que ouais, c'est un sujet trop peu parlé. Pourtant, des chiffres existent évidemment. Une grossesse sur 4 ne va pas à son terme. Et c'est près de 7000 couples et parents qui vivent un deuil périnatal par an en France. Donc c'est pas rien. Je crois que les gens ont peur en fait de raviver la souffrance. Les gens ont peur qu'on prenne mal aussi leurs paroles sur ce sujet-là, parce que tout le monde a son rapport propre à la mort, et notamment à la mort d'un bébé.
je crois que personne n'a trop envie de se brusquer dans ces moments-là. Et finalement, est-ce que les parents ont envie d'entendre est-ce que les parents ont envie d'entendre des mots maladroits dans ces moments-là? Non, je crois pas non plus. Je pense que les parents ont juste besoin de gens qui sont là pour eux, qui sont là pour venir presque rire à nouveau avec eux, faire des choses simples de la vie, venir partager un repas, un apéro. Je pense que c'est ce que les parents endeuillés apprécieraient le plus dans ces moments-là, plutôt que de longues discussions un peu avec des malaises ou des maladresses. Après, aussi les gens ont l'impression qu'on n'a pas envie de parler de ces bébés. Mais les gens qui peuvent savoir le faire, qui se sentiraient pas mal à l'aise, peut-être pourraient proposer aux parents est-ce que tu as envie qu'on parle de ton enfant? Est-ce que tu as envie de... Enfin, je sais pas. En fait, nous, on s'est retrouvés dans des silences. On a beaucoup parlé avec mon conjoint, mais finalement, avec nos familles respectives, le sujet a été assez vite éludé. Les gens voulaient qu'on aille mieux et donc on n'a pas trop parlé du bébé, en effet. Là, sur cette question, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je crois qu'on parle plus facilement de ce deuil et de notre bébé décédé à des personnes qui sont moins proches de nous. C'est plus simple. On a moins l'impression de heurter nos proches. Ouais, c'est plus simple d'aller vers des personnes qu'on connaît moins, des personnes avec qui on a moins de liens affectifs, de se laisser aller à des confidences. Voilà, je pense que c'est plus simple. Après, voilà, le temps fait son œuvre. Aujourd'hui, nous, 2 ans après, le sujet revient progressivement. Ça nous arrive de balancer au hasard d'une phrase des souvenirs de cette grossesse. Voilà, vu qu'on n'a pas ce risque aujourd'hui peut-être de s'effondrer en sanglots, ça peut revenir dans la discussion, ça peut revenir dans ces discussions avec un cercle plus intime. Ensuite, vous demandez comment est-ce qu'on a trouvé du réconfort? Est-ce qu'il y a eu des activités ou des choses qui ont permis de se sortir de cette épreuve? Alors moi, très simplement, j'ai commencé à écrire à partir du moment où j'ai été en congé maternité, parce qu'on bénéficie du congé maternité après les 22 semaines d'aménorrhée, même quand on a perdu le bébé. Donc je me suis retrouvée en congé maternité sans bébé. Et là, la première chose que j'ai faite, parce que je ne savais pas quoi faire, j'avais peur de m'ennuyer. Et s'ennuyer, c'était ressasser, pleurer et passer mon temps vraiment dans mon lit à broyer du noir. Donc je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai commencé à tapoter, écrire. Et il fallait absolument que toutes les émotions que j'étais en train de vivre sortent. Il fallait qu'elles sortent pour que je les comprenne. Il fallait qu'elles sortent aussi pour que j'en garde une trace, parce que j'étais convaincue, parce que ça c'est toujours comme ça, on vit des émotions fortes et puis le temps fait son œuvre, on les minimise avec le temps, on a tendance un petit peu à les oublier. Et ce drame-là, en fait, vu que j'avais pas ce bébé, vu que ce bébé j'en garderais finalement aucune trace, j'avais besoin de l'écrire, ce bébé. J'avais besoin de le garder d'une manière tangible, en fait. J'avais besoin de le tenir dans mes doigts. Et donc, j'ai sorti des mots. Ce bébé, je l'ai écrit, voilà, au travers d'un livre. Et donc, ça a été, moi, ma manière de surmonter ce deuil-là, l'écriture. Mon conjoint, lui, a dessiné. Et puis ensuite, voilà, on n'a pas trouvé d'autres activités, nous, mais je pense qu'il y en a énormément. En tout cas, l'écriture, je pense que c'est très curatif. Si ça peut être quelque chose, personnellement, que je peux conseiller aux autres parents endeuillés, c'est de tenir un journal. Pas hésiter à gratter ses émotions. Et ensuite, j'imagine qu'il y a plein d'autres activités. Le sport, certainement, doit aider aussi. Voilà. Est-ce que je connaissais le deuil périnatal avant que ça m'arrive? Moi, je suis journaliste. Je connaissais les termes fausse couche. Je connaissais
les chiffres des fausses couches. Je connaissais ce terme que je détestais parce qu'il n'y a rien de faux, je pense, dans l'idée de perdre un bébé, peu importe le stade de grossesse. Après, hormis cela, je connaissais pas bien. Le deuil périnatal, je savais que ça pouvait exister, mais j'avais pas tous les tenants, les aboutissants, j'avais pas toutes les infos. Je connaissais pas les délais, je savais pas qu'on parlait de deuil périnatal après 22 semaines d'aménorrhée jusqu'à la naissance et après une semaine de vie si le bébé vient à sortir du ventre vivant de la mère. Je savais pas toutes ces catégories, les spécificités de cette catégorie de deuil. Tout ça, je l'ai appris en le vivant. Et j'ai appris aussi les chiffres du deuil périnatal en le vivant. Mais c'est vrai que, encore une fois, ça reste un deuil tellement particulier, parce que tout ce qui touche à l'enfance est très particulier, hein, vraiment. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un énorme silence autour de ça. Même avec mon métier de journaliste, j'avais très peu d'infos sur le deuil périnatal. Ensuite, comment sensibiliser pour que ce soit moins tabou et plus connu? Alors ça, c'est une très bonne question. Pardon, je vais peut-être tousser. Je pense que le travail de sensibilisation autour du deuil périnatal, c'est vraiment la clé. La clé pour toutes les mères et tous les parents qui vont vivre ça à l'avenir et qui aussi peuvent l'avoir vécu et qui se sont sentis seuls, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, on se sent seul, on se sent incompris quand on le vit. Et pourquoi on se sent aussi seul et incompris? C'est parce qu'en fait, comme vous le dites, il y a des tabous, il y a un vrai silence, ça met mal à l'aise les gens, il y a des regards de pitié, c'est terrible. Enfin voilà, il y a une espèce de honte autour du fait de vivre la perte d'un bébé. Parce que faire un bébé encore dans notre société, c'est censé être facile, c'est censé être simple, c'est censé être joyeux. Mais ça se termine malheureusement pas toujours comme ça. Et oui, pour briser les tabous, pour briser ce silence qui est terrible pour les familles qui vivent un deuil périnatal, et ben moi ma solution ça a été d'en faire un livre, donc d'en faire mon livre J'ai perdu mon bébé, journal d'une mère cabossée. Et après je pense que voilà, il faut pas hésiter à aller en librairie, essayer de voir, parce qu'il y a plein d'autres livres sur le sujet, mais ils sont pas forcément mis en avant, encore une fois, parce qu'il y a ce malaise autour de ce deuil. Et donc c'est comme ça qu'on va briser les tabous, en lisant, en parlant, en écoutant, peut-être en faisant ce genre de podcast, et bravo à vous, parce que on libère la parole comme ça. Il y a plusieurs podcasts qui ont traité du sujet ces dernières années et c'est pour le coup assez récent, donc c'est très bien. Je pense que les mères d'aujourd'hui se sentent quand même un petit peu plus comprises que les mères d'hier, voilà, sur le sujet. Peut-être essayer de créer des cercles de femmes, des cercles de discussion, des cercles de lecture. Il faudrait plus de sensibilisation aussi dans le suivi avec les sages-femmes ou les gynécologues, et puis surtout à l'hôpital, vraiment plus de formation sur la gestion de ce deuil, parce que le personnel, oui, il n'a pas le temps, il n'a jamais le temps, le personnel médical, il est toujours pressé, ça, on le comprend, il n'y a pas assez de mains dans les services, mais même lorsqu'ils veulent passer du temps avec nous, je trouve que ça reste maladroit et que c'est pas forcément, ils sont pas forcément bien formés encore sur le sujet. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Dites-moi s'il y a besoin d'autres choses, si vous voulez qu'on me parle d'autres sujets, je reste à dispo, je vous ferai d'autres vocaux. Je suis encore désolée pour la voix, pour les reniflements, mais ça, vous allez évidemment couper et ne garder que... Et si je peux me permettre, il y a un aspect que vous avez oublié dans le deuil périnatal. Il y a quelque chose de très difficile quand on sort d'un deuil.
il y a quelque chose de très difficile quand on sort d'un deuil périnatal, c'est de retrouver du sens dans les choses qui avant comptaient pour nous. Quand on vient de perdre un bébé, plus rien n'a de sens autour de nous en fait, plus rien ne compte. Et par exemple, tous les projets qu'on pouvait avoir, toutes les choses qui nous importaient véritablement avant de perdre l'enfant, sont dérisoires. On a vraiment du mal à reprendre le travail, on a du mal à reprendre des chantiers, des projets, vraiment ce retour à la vie qui ne s'est pas arrêté pendant que nous, on vivait ce deuil et cette pause forcée. Il est extrêmement difficile. Et ça crée un fossé, notamment moi j'ai vraiment ressenti ça dans mon travail, qui est une passion. Mon conjoint l'a aussi ressenti. Retrouver du sens dans quelque chose où on avait donné tant d'énergie pendant tant d'années. Et moi ça me paraissait assez ridicule ce que je faisais. J'acceptais plus plein de choses, plus de me faire mal parler, plus de me faire presser, de me faire... Enfin voilà, en fait, on est vraiment reconfiguré de l'intérieur avec des ressentis différents, des priorités différentes. Alors ça fait pas de nous des ovnis, hein, parce qu'on se sent comme ça, mais ça fait pas de nous des ovnis. Ça fait pas de nous des gens moins bien qu'avant, moins performants ou autres. Je pense qu'on gagne d'autres qualités et d'autres capacités. Mais voilà, il y a un recentrage. Il y a un recentrage de ce qui compte réellement pour nous. Et c'est là vraiment, même par exemple, quand des gens viennent nous raconter leur petit tracas, on aurait pu être des oreilles et on aurait pu écouter attentivement avant ce drame. Mais c'est vrai que parfois, ça nous paraît extrêmement futile et c'est difficile de faire semblant. Et donc, c'est difficile d'être de bons salariés, c'est difficile d'être de bons amis, c'est difficile d'être la personne qu'on pouvait être avant. Alors voilà, ça je pense. Éviter de juger des personnes qui viennent de vivre un deuil périnatal parce que l'intégralité de leur vie vient de s'écrouler sur eux, en fait. L'intégralité, tout un futur, tous les espoirs, en fait, qu'on pouvait miser en cet enfant, tout ce désir, tout ça, ça vient de s'écrouler. Et en fait, il n'y a plus grand-chose qui a de sens pour les personnes qui viennent de vivre ce deuil. Donc, il faut leur laisser le temps de remettre chaque chose à sa bonne place, à sa juste place. Voilà. Je pense que ça, c'est important de le dire. Et dernière chose, pardon, je rajoute plein de vocaux du coup, mais je me rends compte que qu'il y a des choses qui méritent d'être dites sur votre podcast. Quand on parle de deuil périnatal, on parle beaucoup de la tristesse, on parle beaucoup des pleurs des parents, et ça c'est totalement normal. On est vraiment extrêmement peiné qu'il ne serait pas de perdre un bébé, alors que c'était un bébé désiré en général. Mais il y a d'autres émotions dont on parle peu, et je pense qu'elles méritent aussi d'être entendues, parce que les parents, quand les parents ressentent ces émotions, ils ont l'impression vraiment... ils se sentent un peu mal, quoi. Enfin, nous, en tout cas, ça a été notre impression. On s'est dit, mais on est qui pour ressentir ça ? On a eu l'impression d'être des mauvaises personnes. En fait, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de sentiments d'injustice. Il y a énormément de culpabilité de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir été bon, finalement, dans une tâche assez sommaire, en tout cas comme la société veut nous l'apprendre. Et puis, surtout, quand on est une femme, ce que j'ai ressenti, moi, ça a été énormément de jalousie. De la jalousie envers les autres femmes. Alors ça, évidemment, c'est terrible. Hein. Enfin, on n'est pas censé ressentir de la jalousie pour les femmes pour qui les 9 mois se passent super bien, qui ressortent de la maternité avec un super beau bébé dans les bras et qui vivent un accouchement
hyper heureux, mais il y a cette jalousie en fait. Elle est là, elle est impossible à refouler. On n'arrive pas à se réjouir en fait pour les autres. Chaque annonce de grossesse, chaque annonce de naissance, c'est un coup de poignard. Vraiment, c'est un coup de poignard. Et, euh, et, et voilà. Et c'est très difficile de savoir comment réagir. Personnellement, au début, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pas réagi. J'y arrivais pas. Et puis j'ai des amis vraiment top. et euh, et elles m'ont parlé doucement. En fait, elles ont essayé de me dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire qui risque de te faire de la peine. Est-ce que tu es prête à l'entendre? Et en fait, à partir du moment où chacun considère les émotions des autres, ça se passe bien. Et j'ai réussi à me réjouir finalement et à arrêter d'être jalouse de mes amis ou autres qui vivent des belles grossesses et qui ont eu des jolis bébés. Qu'à partir du moment où on m'a montré que j'étais pas folle en fait d'être d'être comme ça, d'être jalouse, d'être rance quoi. Enfin, j'étais vraiment c'est des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir hein, parce que voilà la sororité tout ça, mais en fait je crois que c'est normal, on vient de perdre un bébé donc il faut qu'on soit un petit peu indulgent avec nous-mêmes. Voilà.